Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du lundi 18 août 2025. Comme chaque lundi, on revient sur l'actualité macroéconomique et on passe en revue sur les graphiques les principales classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse au travers de la psychologie des marchés qui est reflétée dans l'analyse technique et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Comme on peut le voir ici sur Crypto Bubble, on a un marché qui à la semaine, on est sur le top 100 et globalement dans le rouge, on a OKB qui fait une perf de foufou à plus 144%. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le jeton de la plateforme OKX. Probablement une réduction de la supply, peut-être un burn de jetons. Je n'ai pas été voir, c'est pas un jeton qui m'intéresse particulièrement, mais force est de constater que là en tout cas sur le top 100 il ressort très fortement. On a donc Mantle MNT qui est le jeton de Bybit qui enregistre également une belle performance à plus 17%, Aero plus 11, on a ce bon vieux ADA Cardano qui nous fait un plus 12, Chainlink plus 15, alors ça c'est plutôt intéressant en tout cas pour moi, c'est une crypto que j'aime bien, que j'ai en portefeuille, donc ça fait plaisir de voir le Link un peu se réveiller, qui n'a pas encore fait de nouveau plus haut, qui en est d'ailleurs encore un peu loin, puisque là actuellement on est à 25$, et il me semble que l'ATH était plutôt autour des 50$, donc on en est voilà, encore un peu loin sur Link, et également Arbitrum, une layer 2 d'Ether, du coup, qui fait une petite perf sympa de plus 13% sur la semaine, mais qui globalement pas hyper performante, puisque sur l'année on est à 3,3%, contrairement à pas mal d'autres cryptos qui sur un an en tout cas on fait mieux que ça. Et au niveau des cryptos qui ont le plus sous-performé, on peut voir que les mêmes coins ressortent particulièrement. On a PP, SPX, Pengu, Bonk, Floki et WIF. Alors il y a d'autres cryptos également qui sont en sous-performance comme Sky, anciennement Maker, CFX Maker, du coup justement, puisqu'on a les deux jetons qui sont encore dans le top 100, STX, Pump et Virtual. Comme toujours, cette vidéo se déroulera en deux parties. On aura une première partie sur la macroéconomie et on verra également du coup ce qui se passe du côté d'Ethereum au niveau de la potentielle arrivée massive des particuliers, des investisseurs dits retail. On verra également le comportement des institutionnels vis-à-vis d'Ether et de Bitcoin par rapport à la baisse actuelle. Et dans une deuxième partie, on ira passer en revue ces différents actifs sur les graphiques. Avant de continuer cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter ce premier partenariat qui permet de soutenir le travail fourni sur cette chaîne. Une chaîne qui a bien grandi depuis son lancement et je vous en remercie infiniment. Je reçois de plus en plus de sollicitations et j'ai choisi Bitpanda pour m'accompagner tout simplement parce que je suis client chez eux. Je vais vous présenter succinctement pourquoi, mais également quels sont les inconvénients et les limites que je trouve à cette plateforme pour être tout à fait transparent et objectif. Bitpanda, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 en Autriche et c'est une des premières à avoir eu l'agrément MiCA en début d'année 2025. Le gros avantage de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme tout en un qui permet d'avoir des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières et des métaux. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir tout centraliser au même endroit. C'est une plateforme qui est simple et intuitive et qui dispose de fonctionnalités qui sont très intéressantes comme le DCA, donc avec son plan d'épargne, la possibilité également de mettre des ordres limites, la possibilité d'avoir une carte Visa avec du cashback en Bitcoin, de pouvoir faire travailler ses cryptos avec du stacking, le fait de pouvoir faire travailler également son cash avec Bitpanda Cash Plus. Je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, il y en a pas mal, c'est une plateforme qui est innovante. Ils ont sorti il y a quelques mois Bitpanda Fusion qui permet de faire du trading, le Web3 Wallet également qui permet de se connecter à la finance décentralisée, donc une plateforme qui est vraiment très complète. Il y a 0 de frais de dépôt et de retrait pour le cash, donc ça c'est aussi également un avantage. Des clients qui sont satisfaits. Si on en croit en tout cas les avis sur Trustpilot, il y a plus de 13 000 avis. Maintenant, côté inconvénient, donc on est sur une plateforme centralisée, donc il y a le risque de contrepartie en laissant ses cryptos et ses différents actifs dessus. Pour autant, côté crypto, on n'est pas sur des dérivés, donc on peut transférer ces cryptos, mais également les retirer vers d'autres portefeuilles qui nous appartiennent. Et également, au niveau des frais et des commissions, on est dans le standard des courtiers comme Finari et Swissborg, donc on n'est pas dans les plateformes les moins chères.
On est aux équivalents environ de Coinbase, mais on reste plus élevé en termes de frais que des plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai également réalisé une vidéo où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus. Et si, comme moi, vous êtes intéressé par les services de Bitpanda, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation qui est disponible dans la description pour bénéficier d'une offre exclusive. Ceci étant dit, on reprend la vidéo. L'info macro attendue la semaine dernière, donc mardi dernier 12 août, c'était l'inflation, le CPI aux États-Unis. On était sur une inflation à 2,7% en juin. On est toujours du coup en juillet à 2,7%. C'est un petit peu mieux que le consensus qui était à 2,8. Donc voilà, une inflation qui se stabilise, mais qui se stabilise encore trop haut par rapport à l'objectif de la Fed des 2% d'inflation annuelle. Au niveau de l'évolution des taux, on a toujours une forte probabilité de baisse le 17 septembre 2025. On était au-dessus des 90%. Maintenant, on est descendu un petit peu en dessous, mais on reste au-dessus des 80% à 84,8% aujourd'hui où j'enregistre la vidéo. On avait 3 baisses de taux, on n'en a plus que 2, on voit ça bouge beaucoup. Et d'ailleurs, on voit que les pourcentages sont extrêmement serrés, donc potentiellement ça peut encore bouger et ça bougera très probablement dans les semaines qui viennent. Donc une baisse de taux en septembre, une baisse de taux en octobre. Et ensuite, on partirait sur des baisses de taux en janvier. Mais voilà, quand je vois les pourcentages ici, 48, 44, 38, 45, c'est pas du tout arrêté. Ça peut encore évidemment bouger. Le 14 août 2025, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a déclaré que les États-Unis n'achèteraient pas de Bitcoin pour constituer une réserve stratégique, mais qu'ils allaient utiliser les Bitcoins qui ont déjà été confisqués. Toutefois, il s'engage à explorer des voies budgétaires neutres pour acquérir davantage de Bitcoin afin d'élargir la réserve et d'exécuter la promesse du président de faire des États-Unis la superpuissance Bitcoin du monde. Toujours est-il que le 14 août 2025, le marché a réagi de manière défavorable à cette annonce. Le 14 août, on voit qu'on a cette belle bougie baissière. On a eu une impulsion, alors pas forcément due à l'inflation, même si c'était plutôt une bonne nouvelle, même si elle est au-dessus des 2%, mais pas inférieure au consensus. Le 13, on a une belle bougie haussière qui va quasiment faire des plus hauts historiques. Et ensuite, le 14, le cours passe de 124 500 l'ATH jusqu'à 117 500 et impulse à court terme, du coup, une baisse du cours du Bitcoin et du marché crypto un peu plus dans son ensemble. Quelques jours plus tard, Eric Trump publie Buy the Dip et donc ça fait suite à une publication de TED qui annonce que Trump a acheté pour 8,6 millions de dollars en ETH et 10 millions de dollars en Bitcoin. Et voilà, donc Eric Trump confirme bien cet achat et invite à buy the dip plus ou moins directement. Ce qui à court terme n'est pas forcément rassurant puisque la dernière fois qu'Eric Trump avait dit buy the dip, derrière on a vu Ether qui avait pas mal chuté. Force est de constater en tout cas depuis que Ether s'est bien repris et a fait des nouveaux plus hauts historiques sur ce cycle. Mais on ira voir tout ça sur les graphiques tout à l'heure. Et alors du coup cette baisse elle vient d'où? Si on regarde du côté institutionnel, là on est sur Bitcoin, on voit qu'il y a eu une accumulation de Bitcoin, on a des inflows, on est en positif sur les entrées des ETF, on a des volumes, des inflows qui sont positifs mais moins forts que les semaines précédentes. Toutefois, ça reste quand même positif. On a juste la journée du 15 août, vendredi dernier, où on était à moins 119 Bitcoin. Là, on est en Bitcoin. Mais du coup, voilà, des infos quand même qui sont positifs, donc de l'argent qui rentre sur les ETF Bitcoin et qui tiennent donc un prix du Bitcoin à la hausse malgré la baisse de la fin de semaine. Et sur Ether, c'est à peu près équivalent, même si on a moins 14 000 ETH le 15 août, ça a quand même accumulé pas mal sur la semaine dernière. On a des volumes qui sont historiquement hauts en termes d'inflow. Si je passe en dollars, on a enregistré lundi dernier la plus grosse journée en inflow sur Ether à plus de 1 milliard de dollars. Vous voyez le petit pic vert là, c'est un nouveau record d'inflow, donc une semaine d'accumulation sur les ETF ETH très très forte du côté institutionnel, et ce malgré, comme on peut le voir ici, la baisse de cette fin de semaine et la baisse qui se poursuit du coup aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo, lundi 18. Au niveau des Bitcoin trésorerie, ça accumule, ça continue de croître, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, les entreprises continuent d'en accumuler.
MicroStrategy et Metaplanet, du coup en tête qu'on a encore racheté. Au niveau d'Ether, la réserve, pareil, augmente. On a les ETF en bleu et la réserve stratégique d'entreprise en vert. On voit qu'on est en croissance sur les deux. Et côté particulier, appelé également du coup retail dans le jargon crypto, parce qu'on fait beaucoup d'anglicisme, hein, tout simplement. On a un pic de recherche. Là, on est sur Google Trends. On est sur tous les pays, les 5 dernières années. Donc, on voit le plus haut historique avait été en mai 2021. Et là, on a eu une explosion des recherches Ethereum sur Google. Donc, possiblement, voilà, un attrait par le grand public. Et je voulais également vous montrer Altcoin, puisque sur le mot Altcoin, on a vraiment un record historique. On a une très forte explosion des recherches sur Google. Alors, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des plus hauts historiques au niveau des cours, mais cela laisse penser, cela laisse espérer un petit peu également, on va pas se le cacher, que ce retour d'intérêt dans les recherches Google pourrait potentiellement amener des nouveaux investisseurs, des nouveaux traders aussi également, qui vont se positionner possiblement, c'est une probabilité, il n'y a rien de sûr, sur le marché des alts et également sur Ethereum. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça baisse aujourd'hui? C'est tout simplement qu'il y a beaucoup de liquidation, beaucoup de leviers, beaucoup de gens qui sont un peu dans l'euphorie de voir Ethereum revenir sur ses plus hauts et qui vont, mais c'est pareil pour Bitcoin, et qui vont faire du levier et qui vont se faire liquider tout simplement parce qu'ils vont être un petit peu trop gourmands, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je déconseille fortement d'utiliser le levier lorsqu'on investit sur les cryptos. Pour ceux qui connaissent pas le principe du levier, c'est de pouvoir acheter des cryptos, de pouvoir investir, de pouvoir ouvrir un trade, parce que là ça s'apparente vraiment plus à du trading avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc en empruntant, par exemple, je dépense 100 euros, je prends un levier x10 et donc je peux acheter pour 1000 euros. Le souci, c'est que comme j'ai que 100 euros, dès lors qu'il y a un mouvement à la baisse de moins 10% par exemple, du coup j'ai perdu mes 100 euros, donc j'ai perdu la totalité de mon capital et donc je suis liquidé, puisque bien évidemment la plateforme ne peut pas vous prendre plus que ce que vous avez déposé. Donc voilà, si vous avez déposé 100, acheté 1000 et qu'il y a un mouvement de moins 10%, du coup moins 10% sur 1000 ça fait 100, et donc à ce moment là vous êtes liquidé et vous avez perdu votre capital, et c'est ce qui se passe. Et encore, levier x10, il y en a qui sont plus gourmands, qui vont faire du levier 50, du levier 100, bref, voilà, moi le levier, vu la volatilité qu'on connaît sur les cryptos, je trouve ça vraiment trop risqué. En tout cas, pour moi, ça ne correspond pas à mon profil d'investisseur. Encore une fois, chacun fait en fonction de son profil, de ses objectifs et de la mise en place de sa stratégie. Cette semaine, au niveau macroéconomie, je dirais qu'il n'y a rien de vraiment significatif. Je regarde principalement ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on aura la minute Fed mercredi 20 août. On aura probablement, peut-être, et encore que j'en attends jamais grand-chose, le vendredi 22 août, on aura un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. On aura également PMI manufacturier et PMI service. Voilà, ça peut impacter un petit peu ce qui se passe sur les marchés, mais voilà, ça reste encore, voilà, c'est des tendances en fait qui sont à suivre, mais il se passe rien de particulier en tout cas là-dessus pour moi. Je vous parle pas actuellement de ce qui se passe au niveau de la guerre Russie-Ukraine, la rencontre qu'il y a eu entre Trump et Poutine, et la nouvelle rencontre qu'il y aura du coup incluant les Européens. Pour moi, en tout cas, à ce stade aujourd'hui, ce n'est que du bruit de marché. Il se peut qu'il y ait une annonce importante qui vienne impacter les marchés, mais pour moi, en tout cas, à aujourd'hui, il est impossible de l'anticiper ou de la deviner. Donc voilà, ils discutent, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça parle. Trump est arrivé en promettant la paix en Ukraine, c'est pas encore le cas. Il arrive bientôt à c'est 1 an d'élection. Je pense que lui, il veut vraiment que ça se termine. Maintenant, voilà, faut mettre tout le monde d'accord et ça, c'est pas gagné. Donc, voilà. Ça continue de parler. J'espère qu'il y aura une bonne nouvelle, j'espère qu'il y aura la paix. Mais je vois pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Et je vous propose maintenant de passer à l'analyse technique, donc sur les graphiques. Juste avant, pour ceux qui voudraient s'équiper d'un appareil Ledger, je vous partage le bon plan du moment, l'offre de l'été, qui est valable jusqu'au 19 août. Donc il reste un jour. Cette vidéo est tournée le 18 août. Et donc en fait, pour le Ledger Flex, ils offrent 70 $ en Bitcoin. Pour le Ledger Stack, ils en offrent 80. Hop, ici on a le récap, donc 70 $ pour le Flex, 80 $ pour le Stacks, 50 pour la Nano X, 30 pour la Nano S+, sachant que pour moi, voilà, qui suis utilisateur de Ledger, sinon je n'en parlerai pas. La Nano S+, je trouve, fait très bien le taf, donc avec 30 $ de Bitcoin, ça revient à environ 50 €, donc voilà, que ça peut être hyper intéressant. Et pour ceux qui veulent un outil avec un peu plus de fonctionnalités, qui ont un petit peu plus de moyens,
Le Ledger Flex du coup revient à moins de 200 € et maintenant ils incluent la Ledger Recovery Key qui est la clé de rechange pour sauvegarder et restaurer l'accès à vos actifs en quelques clics sécurisés. Je pense que je ferai une vidéo sur cet outil dans les semaines qui viennent. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Alors on passe ensuite du coup sur les graphiques, donc on est sur TradingView, on attaque par Bitcoin, on se met en hebdo. Donc la semaine dernière on a fait un plus haut historique à 124 500 $ avant de clôturer à 117 600. Donc une semaine dans le rouge. On démarre cette semaine dans le rouge également. Donc on est donc depuis 6 semaines, donc depuis quasiment le début de l'été, dans cette consolidation après ici ce breakout. Donc moi ce que j'envisage, comme je l'avais dessiné précédemment, c'est une nouvelle impulsion. Si on se base sur les impulsions précédentes d'environ 40%, ce qui amènerait Bitcoin autour des 150 000 $. Là, Bitcoin prend peut-être plus de temps que ce que j'aurais pensé. Après, voilà, c'est l'été. L'été, souvent, c'est quand même un petit peu plus calme. On pourrait donc voir Bitcoin revenir sur les 112 000 avant de faire une nouvelle impulsion haussière. Toutefois, il faut être prêt à envisager tous les scénarios. Si je regarde le MACD, ici on n'est pas loin du coup de croiser les moyennes mobiles, ce qui est généralement pas une bonne chose, en tout cas à court terme. On l'a vu par le passé, ici et ici, alors que quand ça croise dans l'autre sens, ça envoie plutôt un signal de hausse. Donc à voir ici, si on croise, potentiellement on pourrait aller un petit peu plus bas sans forcément remettre en cause la tendance haussière long terme sur Bitcoin. Peut-être qu'on viendra faire ici juste une touchette avant d'enclencher du coup une nouvelle hausse. On a en tout cas le RSI qui se dégonfle un peu, qui du coup en weekly n'est pas rentré en surachat. On a juste fait une petite touchette du coup début juillet. Donc ça c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas en surchauffe sur Bitcoin, ce qui laisse la place du coup à une continuation haussière. En tout cas, c'est mon point de vue et mon analyse. Encore une fois, on peut en discuter. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je reste toujours très optimiste sur Bitcoin et sur même l'ensemble du marché crypto. On peut voir sur Ether également, Ether qui nous a fait donc un plus haut historique sur ce cycle à 4700, quasiment 4800 $. On est venu donc pas loin titiller le record historique de novembre 2021. Ça s'est arrêté vraiment juste dessous, donc c'est la résistance dont je vous parlais la semaine dernière, enfin la nouvelle résistance du coup à franchir pour Ether. Et vu l'impulsion qu'il y a eu sur ces derniers mois, c'est normal que ça rencontre un peu de difficulté, qu'il y ait un peu de résistance. C'est tout à fait normal, et les scénarios que j'envisageais, enfin que je vous avais partagé, c'était d'avoir un pullback, d'avoir un petit retracement avant de continuer. C'est toujours intéressant pour moi, pour avoir une valorisation long terme, d'avoir des phases de consolidation. Il ne faut pas que ça monte trop vite et trop fort, il faut que ça prenne le temps, il faut que le cours consolide, c'est hyper important. Donc on a eu ces phases de consolidation là qui étaient hyper importantes. Ici ça n'a pas beaucoup consolidé, ça a été très rapide, c'était juste une semaine de baisse avant de repartir à la hausse. Voilà, si on pouvait consolider un peu avant d'avoir une nouvelle impulsion, ce serait vraiment parfait, quitte à redescendre ici, voire un petit peu plus bas. Pour moi en tout cas, ça ne remettrait pas en cause cette nouvelle dynamique haussière sur Ether. Ether Bitcoin, donc qui marque une pause sur ce niveau de résistance, c'est un niveau historique sur cette paire là. Donc pareil, c'est normal que Ether consolide sur ce niveau-là. Le scénario, moi, que je privilégie, la probabilité qui me semble la plus élevée, voilà, c'est d'avoir une consolidation avant de repartir un petit peu plus haut. Ether versus Bitcoin. On voit au niveau de la dominance qu'on a un petit rebond, mais la tendance court terme en tout cas est sur une continuation baissière de la dominance du Bitcoin. On a vu ce pullback sur le niveau des 62%. Maintenant, ce que j'attends, c'est que ça vienne toucher les 58% et que ça fasse du coup un nouveau plus bas, qui soit plus bas que le précédent, et que ça entraîne une dynamique du coup baissière qui sera favorable aux alts. Bien évidemment, tout cela est très hypothétique, et la question à se poser, c'est au niveau des confirmations, est-ce que j'attends que le marché des alts reprenne fortement avant de me positionner? Si on prend le cas d'Ether par exemple, est-ce que j'attends qu'Ether fasse des plus hauts pour confirmer qu'on est reparti en tendance haussière pour me positionner? Ou est-ce que je vais plutôt me positionner dans des moments de peur, des moments de doute, des moments où c'est difficile d'acheter, des moments où plus personne n'en veut? Chacun doit prendre ses propres décisions d'investissement pour prendre ses responsabilités, puisque chacun gère son propre argent. Donc voilà, il faut vraiment être grand
entre guillemets, et être responsable par rapport à ces prises de décision. On peut opposer un peu deux écoles en disant qu'il y en a qui attendent des confirmations avant de se positionner, du coup qui se positionnent potentiellement plus tard que ceux qui ont investi dans la peur, mais qui prennent moins de risques parce que les confirmations sont là. Et le risque dans ce cas-là, c'est que le rendement sera moins important que ceux qui sont rentrés ici et qui n'ont pas vendu quand ça fait des nouveaux plus hauts historiques, et de se faire un peu entraîner par l'euphorie du marché, puisque généralement, quand ça fait des plus hauts historiques, ça réalimente du coup l'euphorie sur le marché, et donc potentiellement de ne pas prendre ses profits, de ne pas prendre suffisamment de profits assez tôt, et du coup ensuite, une fois que le marché se retourne et qu'on part du coup en marché baissier, il y ait peu ou plus de profit à prendre. À l'inverse, il y a ceux qui vont acheter quand on est plutôt dans la peur. Alors quand je dis quand on est dans la peur que plus personne n'en veut, je montre ici, c'est pas nécessairement ici. Ici en fait, je dirais que c'est l'idéal forcément, puisqu'on est sur un bottom local et que derrière ça repart, donc on est en positif. Mais ça peut être ici, par exemple. Ici, voilà, ça baisse, ça commence à faire peur, il y a beaucoup de doutes. On se dit, là, moi, c'est un bon moment pour me positionner. On peut, par exemple, mettre une petite droite de tendance comme ça. On se dit, voilà, on va rebondir dessus et repartir à la hausse. On rentre à ce moment-là. Finalement, ça casse à la baisse. On descend, on descend, on descend. Et donc, le risque va se situer de vendre dans la panique et dire, ouais, ça continue de baisser, j'y crois pas, j'ai des doutes. Et du coup, je revends et je perds de l'argent. Donc, chaque stratégie, en fait, a ses risques. Et donc, voilà, il faut que chacun, du coup, fasse en fonction de son profil et de ses objectifs. Moi, j'ai plutôt une approche d'investir dans la peur et de revendre dans l'euphorie. Maintenant, il faut le faire uniquement sur des cryptos, sur des actifs dans lesquels on a des convictions, justement parce que nos convictions sont challengées par l'évolution du prix, et quand on investit du coup quand ça baisse et que ça continue de baisser, si je prends l'exemple de Bitcoin là pour le coup, pour changer un peu d'exemple, j'ai commencé à réinvestir dans Bitcoin juste avant l'été 2022, on était autour des 30 000 $, j'avais l'impression qu'on était sur une zone de support très très forte, on était au-dessus de l'ancien ATH et historiquement on n'avait jamais été en dessous, donc pour moi c'était un bon point d'entrée. Aujourd'hui on peut dire que c'est le cas, mais les 6 mois qu'on suivi ont quand même connu une baisse de moins 50%, puisqu'on est passé de 30 à quasiment 15 000. Donc j'étais dans une stratégie d'achat en DCA, donc ça a permis de lisser un prix sur Bitcoin assez intéressant, ça m'a permis d'en racheter sur cette zone-là, mais voilà, il faut pouvoir encaisser du coup la moins-value latente sur son portefeuille à ce moment-là, et c'est pour ça que les convictions sont importantes, ça permet de tenir les positions et ensuite de pouvoir surfer sereinement la hausse et d'être tout à fait serein du coup quand il y a des retracements de cet ordre-là. Ensuite, au niveau du dollar, donc on est toujours dans cette zone-là, le scénario que je privilégie, c'est toujours un rebond du coup sur le bas de ce canal. Au niveau de l'euro-dollar, pareil, ce que je privilégie, c'est une réintégration du canal baissier. Ensuite, on a l'or qui continue sa consolidation, qui a une volatilité qui est de plus en plus écrasée, qui va arriver du coup d'ici septembre, si ça reste sur ces niveaux-là, sur le bas du canal haussier qui a été enclenché sur l'or. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Scénario privilégié pour moi, c'est une continuation haussière sur l'or. Et pour finir avec les indices américains, donc qui ont clôturé sur un plus haut historique, 6450 points environ pour le SP500 et 23 500 pour le Nasdaq, donc qui enregistre également un plus haut historique sur ce mois d'août 2025. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, pensez à me dire en commentaire également ce que vous pensez du marché actuellement. Je suis très curieux du coup de savoir ce que vous en pensez. J'ai plaisir à partager mon avis, mais je suis aussi curieux du coup d'avoir le vôtre. Pour ceux qui veulent protéger leur crypto via un produit Ledger et profiter de l'offre du moment, vous trouverez donc mon lien d'affiliation dans la description. Ça permet de soutenir au passage le travail sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!